Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la revue des Grandes Unes, édition de ce lundi 16 octobre 2023. Nous sommes en direct de nos studios de Douala. Première escale en kiosque, découvrons d'abord les principales manchettes proposées par les journaux. La nouvelle expression, vous le voyez, qui s'intéresse à la gouvernance, les 4 vérités de Maurice Kamto. Au cours d'une sortie médiatique, le président national du MSC a reproché au gouvernement sa gestion de l'éboulement de Mbankolo, la grève des enseignants, l'interdiction du meeting de son parti politique à Ebolova, la décoration des membres de la Task Force Cannes 2021 et Covid 2019, etc. D'autres précisions et des morceaux choisis de la conférence du professeur Maurice Kamto à lire en page 3 de la nouvelle expression. À la une de l'heure du Sahel de ce matin, 1937-2023, il s'appelait El Hadj Mohamedou Abo Ousmanou. Le journal revient donc sur le parcours de ce richissime homme d'affaires, membre du bureau politique du RDPC, qui est donc décédé en Turquie le 13 octobre dernier. Également à la une du quotidien Le Jour, Aladi Mohamedou Abo Ousmanou, 1937-2023, vie et mort de cet homme d'affaires Abo Ousmanou El Hadj Mohamedou. Mutation s'intéresse à la grève des enseignants, vitesse supérieure, titre l'édition de ce jour. Le syndicat des enseignants du supérieur annonce un débrayage dès ce lundi. Il réclame le paiement de la prime de recherche et de la dette académique. Évocation en page 7 de Mutation. À la une de Tribune d'Afrique, Société immobilière du Cameroun, de quelle incompétence parle Kecha Koutes, s'interroge Tribune d'Afrique. Depuis 4 ans, Madame la PCA de la SIC fait feu de tout bois pour démontrer que le DG est incompétent notoire. Et pourtant, les résultats des travaux d'Hercule engagés par le docteur Amadou Sardaouna parlent d'eux-mêmes. Précision en page 5 de Tribune d'Afrique. Il faudra également lire l'éditorial de Faustin Dicam intitulé « Des médailles pour des ripoux ». À la une du Confidentiel ce matin, infrastructure, les routes de la honte, titre l'hebdomadaire d'opinion, d'enquête et d'analyse, le Confidentiel. Le réseau routier camerounais fait pitié, écrit le journal. Beaucoup de routes sont en fin de vie, difficile de rouler sur la nationale numéro 3 entre Douala et Yaoundé. Bekoko Banjoun sur la nationale numéro 3, en deuil de nombreuses familles chaque semaine. Akom Tribi est une autre paire de manches. Il en est de même pour Ngaoundéré Garoua. À l'intérieur des villes, circuler en voiture relève d'un véritable exploit. Les Camerounais souffrent, l'économie est en berne, les familles pleurent et la liste des morts due à la mauvaise qualité des routes s'allonge. Pour cette année 2023, le pays était parti pour avoir plus de 700 km de nouvelles routes bitumées selon les promesses faites au chef de l'État. Mais au finish, seuls 214 km de routes ont été livrés. Un véritable aveu d'incompétence, nous dit le journal Le Confidentiel. À la une d'intégration de ce matin, catastrophe, accident, octobre noir au Cameroun. Le pays subit la loi des séries depuis une semaine. Une trentaine de personnes ensevelies dans un éboulement de terrain à Yaoundé. Une dizaine de vies perdues à Efok dans un accident routier meurtrier. À Douala dans le littoral et Mogodé dans l'extrême nord. Des accidents de route spectaculaires font également des morts et d'importants dégâts matériels. À la une de Sans Détour, catastrophe de Mbankolo, les réconforts du couple présidentiel aux sinistrés. À la une de l'équation, accident de circulation à Obala, la compassion du gouvernement aux victimes, titre le journal L'équation. À la une du Messager de ce matin, tribunal arbitral du sport, la mafia contre Eto'o éventée avec un point d'interrogation, des éléments sonores attribués à des présidents de clubs conspirant pour renverser le président du comité exécutif de la FECAFOOT, secoue le Landerneau footballistique. Des précisions en page 12 du journal Le Messager. En pied une du journal Distribution des produits pétroliers, Total défie la justice camerounaise. À l'origine, le refus du géant français de payer une créance de 184 milliards de francs CFA depuis 2008. Et voilà pour l'essentiel des parutions sélectionnées dans le cadre de cette émission ce matin. On va accueillir nos invités en plateau pour en parler. Je commence par ma gauche. Bernard Abatana, bonjour et bienvenue Bernard. Bonjour Achille Kamga, bonjour à Thierry Niopé, bonjour à tous les téléspectateurs de la revue des Grandes Unes que je retrouve avec grand plaisir. Je vais à l'entame de mes propos rendre un dernier hommage à un homme de la plume, à Alain Djipou Pessakwe, qui a rejoint la terre de ses ancêtres à Kunga par Fumban, pour dire que la terre de nos ancêtres lui soit légère et que
il soit heureux là où il se trouve maintenant. Donc, que la terre nous ancêtres soit légère. Donc, à Alain Djimpou qui repose désormais en paix à Fumban. Thierry Niopé, bonjour et bienvenue. Bonjour Achille, bonjour à Bernard Batana à qui j'envoie la politesse. Et nos hommages, vous l'avez dit tout à l'heure, à Alain Djimpou qui a rejoint la terre de 16 en 13 le week-end dernier, samedi pour être plus précis. Une fois de plus, on est de tout cœur avec sa famille nucléaire. Voilà, merci d'être avec nous ce matin, chers messieurs, pour décrypter l'actualité. On va donc démarrer tout de suite avec la une de la Nouvelle Expression qui donne la parole, on va le dire ainsi, à Maurice Kamto, le leader du MRC, qui était face aux hommes et femmes de médias donc, et qui s'est exprimé sur les sujets en cours, et donc sur l'actualité en cours au Cameroun, notamment sur ces catastrophes-là, l'éboulement en Bankolo, la grève des enseignants, l'interdiction du meeting de son parti, les décorations, etc. On va dire Bernard Batana, c'est, on va dire en quelque sorte dans son rôle, le président Maurice Kamto, en tout cas, il tente sa gouvernance bien. Oui, il est dans son rôle de chef du parti de l'opposition. Il est dans son rôle de critiquer l'action du gouvernement qui est en face. Il est dans son rôle de passer au crible tous les maux qui minent le pays dans la gestion au quotidien. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est la task force et la décoration de 44 personnels de la présidence de la République. Vous savez, il y a les faits. Ici, quand nous sommes sur ce plateau, on a en même temps une position éditoriale par rapport à des faits. Les faits, c'est que la gestion de la CAN a été la Coupe africaine des nations qui a été organisée au Cameroun, et dont le premier glissement a été beaucoup décrié. Les faits, c'est que la gestion de la Covid-19 a été aussi beaucoup décriée, au point où la presse a parlé de CanGate et de CovidGate, c'est-à-dire des scandales liés à la gestion de la Covid-19, liés à la gestion de la CAN. Et il y a même eu un rapport de la Chambre des comptes de la Cour suprême qui indexait un certain nombre de membres du gouvernement dans la gestion au quotidien de la CAN et de la Covid. Alors, la rumeur populaire, la clameur populaire attendait du gouvernement, ou du moins du haut lieu, qui est un remaniement ministériel. La clameur populaire attendait face à ces scandales que des gens soient interpellés et à la limite qu'ils soient mis en prison pour qu'ils répondent en tout cas de leurs actes. Aujourd'hui, la réponse vient de la présidence de la République pour dire que, en fait, de toute cette agitation, ce n'était pas une vraie agitation. Il n'y a rien de tout cela. La preuve, c'est que le personnel chargé de la gestion de la CAN a été décoré. 44 personnels ont été décorés. Cela veut dire quoi? C'est que la présidente dit que tout ce qu'on a raconté là n'est pas vrai. La vérité, c'est qu'ils ont bien travaillé et ils ont été décorés, parce que la décoration, c'est l'aboutissement d'un travail bien fait, bien accompli. Voilà la réponse de la présidence de la République à tout ce random-là des hommes politiques, des médias qui pensaient qu'il faut que les gens prennent leurs responsabilités, il faut que les gens répondent des gestions calamiteuses. La présidence de la République, vous savez, à un moment de la vie de la nation, on parlait de la rumeur qui vient d'en bas et que la vérité vient d'en haut. Aujourd'hui, on est fixé de ce que la vérité vient d'en haut et que tout ce qu'on pouvait raconter dans les journaux et que les hommes politiques décriaient n'était que des rumeurs. Beaucoup de personnes, donc, de personnalités sont exprimées sur ces sujets d'actualité au Cameroun. On attendait la sortie du professeur Maurice Kamto. Thierry Niopé, il a donc fait sa sortie le vendredi dernier. Il a évoqué l'un des sujets qu'on a cité, l'interdiction de son parti de manifester dans le sud Cameroun. Cette mauvaise gestion, dit-il, de la grève des enseignants, cette catastrophe également de Bankolo, pour laquelle il aurait voulu, par exemple, qu'il y ait une réunion de crise qui se tienne, une réunion interministérielle, tout ceci n'a pas été fait. Vous comprenez cette sortie du professeur Maurice Kamto? Mais bien sûr, vous l'avez dit tout à l'heure, le professeur Maurice Kamto est dans son rôle. Bernard est revenu sur l'un des sujets qui a meublé sa conférence de presse. Mais je vous rappelle que, juste en guise d'information, que le dernier remaniement au Cameroun date de janvier, 4 janvier pour être plus précis.
2019, et cela fait exactement 4 ans et 10 mois que le gouvernement n'a pas bougé d'un iota. Et je vous rappelle que quand vous regardez ce qui s'est passé tout récemment en Côte d'Ivoire, après une petite élection, il y a eu chamboulement. Quand il y a un événement majeur, il y a eu les lignes qui ont bougé. Vous avez vu comment la toile bouge autour de l'actualité dans ces pays de l'Afrique de l'Ouest. Mais en Afrique centrale, les choses ne bougent pas beaucoup. Alors, quand vous regardez justement comment le Cameroun est géré, vous comprendrez effectivement que les gens qui sont là, à la limite, savent qu'ils sont sur un terrain conquis, où pratiquement, ils n'ont presque pas de compte à rendre à qui que ce soit. Donc, les choses se gèrent comme au bonheur la chance. Benin est revenu sur la task force, tout le monde sait que cela a fait couler beaucoup d'encre et de salive. On a parlé de Can-Gate, de Covid-Gate. Même comme à côté de cela, les membres de ce gouvernement disent que tout a été bien géré. D'ailleurs, le Cameroun est cité un exemple par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, dans le cadre de la gestion de cette pandémie, oubliant que la résilience dans les pays de l'Afrique centrale est tout autre, mais qui n'avait rien à voir nécessairement avec les moyens qui avaient été développés, déployés pour lutter contre la Covid. Quand vous regardez également le chantier de la Cannes, c'était tout un gros scandale, au point où le secrétaire général, le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, a dû mobiliser un trésor d'énergie pour concentrer par devers lui et au niveau de la présidence de la République beaucoup de marchés. Donc beaucoup de marchés étaient passés au niveau de la présidence de la République par les différentes commissions qui étaient sous sa responsabilité. Donc peut-être au regard de ce travail, selon lui, qui a été abattu pour qu'il y ait une belle canne, il faut le dire, il y a quand même une belle canne, même comme jusqu'à présent, on continue à jouer au chat et à la souris avec Magui, le gouvernement camerounais, pour la finalisation du stade de l'Embe. On sait que même ici, au stade de Yassa, beaucoup de choses restent à faire. Mais il y a quand même beaucoup de chantiers qui ont posé quelque peu des problèmes. On s'attendait effectivement, Bernard a dit tout à l'heure, qu'il y a un remaniement ministériel. À ce niveau, moins pour faire bouger les lignes, rien n'a été fait. Je l'ai dit tout à l'heure, cela fait bientôt 5 ans que ces ministres sont inamovibles au point où ils font comme ils veulent. Regardez comment la gestion de la crise du drame de Bankomo a été menée. Vous voyez 2 ministres arriver sur le terrain dans une cacophonie terrible. Chacun donne ses interviews là il veut, comme il veut. Et puis on vous apprend que le chef de l'État a été extrêmement magnanime au point où il a envoyé des matelas, des seaux et quelques denrées de première nécessité aux populations qui n'ont déjà pas où dormir. Alors, je ne sais pas s'ils allaient mettre les matelas en main le sol et à la belle étoile. Je ne sais pas. Pourtant, tout le monde sait qu'il y a des logements sociaux. Ketia Koutez était pourtant en Bankomo. Il y a beaucoup de logements sociaux qui ne sont pas habités jusqu'à présent. On aurait pu installer ces familles là-bas et y mettre ces matelas, le temps peut-être pour l'État de trouver véritablement une solution à ce problème. Mais au lieu de cela, on parle de magnanimité du chef de l'État alors qu'on se serait attendu à le voir ailleurs. Bon, mais toujours est-il que là n'est pas le problème. Quand on regarde également la gestion du problème des enseignants, peut-être on va en parler, mais une chose est sûre, il y a eu un regain d'énergie à ce niveau avec l'entrée en matière, l'entrée en grève également des enseignants du supérieur. C'était d'ailleurs attendu, on se serait attendu à ce que cela arrive et oui, certainement on va en parler. On va en parler dans un instant. Je vais juste demander à Bernard Batna si cette sortie du professeur Maurice Kamto peut avoir une portée, c'est-à-dire au niveau de, même des instances dirigeantes de ce pays, cette sortie qu'il a faite vendredi dernier. Vous savez, c'est une sortie d'un homme politique. Parce qu'on est aussi à l'approche des échéances électorales. D'un homme politique de l'opposition. Donc, je pense que c'est nécessaire. Parce que si en face, il n'y a pas de critique. Parce qu'il faut aussi accepter que l'autre peut avoir son point de vue à donner dans la gestion quotidienne des affaires de la cité. Et Maurice Kamto est dans son rôle de donner, de passer au crible. Parce que lui, il veut aussi être aux affaires. Il veut être aux affaires. Et pour être aux affaires, il faut avoir des pics. Je pense que de l'autre côté, ils ne resteront pas insensibles à ces récriminations. C'est d'autant plus que c'est des choses qu'on dit tous les jours. C'est des choses qu'on a dit depuis tous les jours. Ils ne peuvent pas rester sourds à ces récriminations. Donc, et Thierry, tout à l'heure, il a parlé du gouvernement.
le dernier remaniement ministériel, en fait, l'ossature actuelle du gouvernement date de décembre 2011. En 2019, comme ailleurs, il n'y a eu que des réaménagements. Le gouvernement actuel... Ou encore des jeux de chaises musicales. Yes, le gouvernement actuel, je crois qu'à 13 ans d'âge, 12 ans d'âge. 12 ans. Pour un gouvernement, vraiment, c'est trop long. C'est trop long. C'est pour cela que il y a comme une absence, il n'y a pas, et moi je qualifie ça, il n'y a pas un système de circulation sanguine entre les membres du gouvernement. Parce que vous vous retrouvez dans une situation où c'est le ministre de l'administration territoriale qui vient désamorcer la grève des transporteurs. Mais où est le ministre des Transports? C'est le ministre de l'administration territoriale qui s'occupe des mototaximens. Mais où est le ministre des Transports? Moi, je pense que lorsqu'on parle des mototaxis, le transport urbain, cela relève du ministère des Transports. Lorsqu'on parle de la grève des transporteurs, c'est vrai qu'il y a grève qui entame peut-être la cohésion sociale, mais je crois que ça relève du ministre des Transports. Donc, il y a cette petite cacophonie-là qu'on observe chez les membres du gouvernement. Je pense qu'on gagnerait à ce qu'il y ait une parfaite circulation sanguine entre les membres du gouvernement. En tout cas, les 4 vérités de Maurice Kamto, c'est à lire dans les colonnes de la Nouvelle Expression. Et parmi ces vérités, justement, on parlait de cette grève des enseignants, mal gérée également par le pouvoir de Yaoundé. Alors, cette fois-ci, on parle de la grève des enseignants du supérieur également entre en scène. Donc, ces mutations qui en parlent ce matin, justement, vitesse supérieure. Et vous l'aviez effleuré dans votre propos tout à l'heure, Thierry Niopé. On dit souvent que gouverner, c'est prévoir, justement. Mais ils avaient mis un préavis de grève, on n'a pas trouvé de solution. Finalement, aussi rendre la danse ce matin. Je crois que nous parlions du gouvernement et c'était à dessein. C'était pour démontrer qu'on a l'impression que plus rien ne va au Cameroun. Plus rien ne va. Aucun département ministériel ne se bouge. Quand il y a crise ailleurs, on s'attend à ce qu'il y ait des comités interministériels, qu'il y ait même des conseils véritables de ministres. Mais je ne sais pas, à quand date le dernier conseil, je n'ai pas eu le temps de fouiller cela en venant ici, parce que je n'avais pas ça dans ma tête. Mais à quand date le dernier conseil ministériel au Cameroun? Quand vous regardez, la dernière fois que les ministres ont rencontré, en dehors des vœux, rencontré le chef de l'État, je crois que c'était c'était le 4 janvier 2000, au lendemain du 4 janvier 2019, où il donnait certainement les feuilles de route aux différents membres du gouvernement. Mais depuis là, est-ce qu'il y a eu une sorte de cohésion entre... est-ce qu'il y a eu une tête qui chapeaute tout cela? Je vous rappelle que parfois le Premier ministre, vous vous rappelez de ce qui se passait avec Philemon Yan, entre Philemon Yan et Amadou Toumouna, où à la limite, ce qu'il disait n'était pas pris en compte. On a eu l'impression que le Premier ministre n'était que le premier des ministres et tout ce qu'il peut faire autour de ces ministres-là, même autour des différentes rencontres qu'il tient, je crois, tous les mois, tous les débuts de mois, à la limite n'apporte pas grand-chose parce que à peine même si les ministres l'écoutent véritablement, on a l'impression. Donc, il faut peut-être que c'est le chef de l'État qui prenne le taureau par les cornes, réunir ses ministres quand il s'agit des crises comme ce que nous vivons actuellement. Il y a eu une Bancomo où il n'y a pas eu véritablement de mobilisation autour. On n'a pas vu une cohésion interministérielle pour juguler ce problème-là. Bernard parlait tout à l'heure de ces multiples sorties de Paul Atangandi qui, au nom du chef de l'État, fait ci, au nom du chef de l'État, fait ça, alors qu'on se serait attendu à ce que cela soit autre chose que ce qui est fait jusqu'à présent. Donc, quand on regarde même la gestion de la grève des enseignants, il n'y a aucune proaction à l'intérieur, il n'y a aucune proaction dans la gestion du pouvoir au Cameroun. On a l'impression qu'on est surpris par les événements. Pourtant, Bancomo, tous les lanceurs, beaucoup de personnes, beaucoup d'environnementalistes sont montés au créneau pour dire que faites attention, il y aura un drame en Bancomo si rien n'est fait. Le lac dont on parle est un lac qui a été abandonné, qui est là depuis plus d'un siècle. Tout le monde savait que ce lac est là et tout le monde savait que ça pouvait arriver. Qu'a fait exactement le gouvernement? Les mairies en question, qu'est-ce qui a été fait autour? Rien, il n'y a eu aucune prévision, il n'y a aucune proactivité à ce niveau. La grève des enseignants a été annoncée. Ils ont dit qu'ils passeront à l'acte si rien n'est fait. Ils ont interpellé le gouvernement. On l'a fait avec tous les mouvements OTS, on a trop supporté, ont été
à plusieurs reprises annoncé. Les anciens ont tiré la sonnette d'alarme. Ils ont crié à Rose sur le boudin, mais rien n'a été fait. Donc quand vous regardez, on a l'impression qu'il faut véritablement qu'il y ait un véritable, soit un tsunami au niveau du gouvernement, mais il faut un véritable électrochoc pour faire bouger les choses, parce que peut-être on parlera des routes tout à l'heure, c'est la même chose. Tous ces secteurs-là. C'est le débandage à la limite. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas. Bernard Batana, des enseignants supérieurs qui rentrent aussi en grève, est-ce là notre aveu d'échec ou d'incompétence de ce gouvernement-là? Oui, c'est tous les domaines. Vous pensez qu'il n'y a pas de solution finalement? C'est tous les domaines qui sont désarticulés. Mais moi, par rapport à la grève des enseignants, il y a toujours cette formule, ce que j'appelle la théorie du thermomètre social. C'est-à-dire qu'au lieu que les autorités, au lieu que les pouvoirs publics lisent le niveau de mercure qu'indique le thermomètre social, ils cherchent à casser le thermomètre. C'est-à-dire quoi concrètement? Lorsque les enseignants font un mot de préavis de grève, ils veulent entamer une grève. Au lieu que les pouvoirs publics les écoutent, peut-être à travers un dialogue ou autre là, non. Ce qu'ils procèdent, c'est chercher à casser le thermomètre, c'est-à-dire en procédant par la chasse aux sorcières. On commence à les affecter dans des lieux très très éloignés, on commence à les intimider, on cherche à diviser le mouvement. C'est pour cela que généralement les mouvements de grève sont des morts-nés. Ils sont voués à l'échec parce qu'en face, au lieu qu'on écoute le message de ceux qui veulent gréver, on cherche plutôt à casser le thermomètre, à casser le mouvement de grève, à l'infiltrer et à procéder aux intimidations. Moi, je pense qu'il est temps, si on est dans une république, il est temps que les pouvoirs publics s'asseyent avec les enseignants pour entendre ce qu'ils veulent, pour trouver une solution au terme d'un dialogue. Mais dans les faits, ce n'est pas toujours ce qui se passe. C'est pour cela que vous avez parlé de grève des enseignants du supérieur. Moi, par l'expérience et l'histoire, nous apprend que généralement, ces mouvements-là meurent à la naissance. Pour la l'antenne de l'utilisateur, ils revendiquent également leurs primes de recherche et la dette académique. Et les mêmes revendications que ceux pratiquement les mêmes revendications que ceux du secondaire. Mais malheureusement, en face, on a des gens qui sont des sourds, muets, aveugles. Vous aurez d'autres précisions en parcourant l'article de mutation de ce matin, grève des enseignants, vitesse supérieure. Parlons de notre sujet infrastructure routière. Là aussi, ça ne va pas. Le Cameroun est un grand corps malade en matière d'infrastructure routière. Si on s'en tient à la une du confidentiel de ce matin, les routes de la honte, Thierry Niopé n'avait pas mieux pour décrire quand même nos routes qui sont des bourrois véritablement. Vous savez, quand la Côte d'Ivoire sortait de la guerre au lendemain du scrutin présidentiel, vous avez vu ce qu'il y a eu au niveau des rues. Mais aujourd'hui, faisons la comparaison entre ce pays frère et ami et le nôtre, même comme comparaison ne vaut pas raison. Je continue à croire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je l'ai dit tout à l'heure, il faut un véritable électrochoc au niveau de la tête, au niveau du pays pour que les choses bougent. Parce qu'on ne sait pas si ces ministres qui sont là se disent que bon, voilà, on n'a plus rien à apporter. Parce que rappelez-vous, les informations viennent du ministère des Travaux publics, des responsables, notamment du directeur général en charge, je crois, de la construction des routes. Il dit que la promesse qui a été faite au chef de l'État pour l'année 2023 était la construction de 700 km linéaires. Mais on s'est rendu compte que dans la pratique, il n'y a que 214 km qui ont été goudronnés. Vous voyez, ce n'est même pas la moitié. Important. Ce n'est même pas la moitié. Et eux-mêmes disent que toutes les routes du Cameroun, presque toutes les routes au Cameroun sont en fin de vie. Et vous savez, quand on est en fin de vie, on aura beau exercer toutes les thérapies. Imaginez un homme de 90 ans, il aura beau être soigné, il y aura toujours des petits bobos qui viendront. Madame Coutez, en mi-2023, avait souhaité faire débloquer près de 20 milliards de francs CFA pour la réhabilitation de 115 km de route par là. On avait, non pour fermer les nids de poules, on avait évalué à pratiquement 176 millions de francs CFA le kilomètre de route
à réaménager à travers, pourquoi pas, soit un reprofilage, soit le bouchage des trous, comme ça s'est passé ici à Douala, malheureusement. Tout ce qui avait été fait a été une fois de plus balayé pendant la pluie, au point où il faudrait revenir certainement. Le maire de la ville a annoncé une régie des routes en début octobre, mais nous sommes déjà au 16 octobre, rien n'est fait jusqu'à présent. On va revenir justement pour lui rappeler ces propos-là. Et pareil, quand on regarde dans ce qui s'est passé, ce qui se passe au quotidien avec le ministre des Travaux publics, M. Emmanuel Nganou-Djumessi, prenez le cas de la circulation urbaine. Laissons même la circulation urbaine, que ce soit à Douala, Yaoundé. Prenons la nationale numéro 3, c'est la croix et la bannière. Le nombre de décès enregistrés au quotidien à cause de l'état des routes ne se compte plus. Prenez la nationale numéro 5, c'est pareil. Quand vous faites Garoua, Ngaoundéré, on n'en parle plus, à comme Kribi, eux-mêmes savent. Hein, quand vous écoutez les responsables du ministère des Travaux publics, eux-mêmes disent que c'est vrai, mais qu'est-ce qu'on va faire? Parfois, ils vous disent qu'on donne les marchés aux gens qui, sur le papier, ont des offres alléchantes, mais dans la pratique, ils se heurtent à un problème de manque d'expérience, de personnel non qualifié et parfois de surface financière non conséquente pour la réhabilitation, pour la réalisation de ces travaux-là. La faute à qui? Nous nous questionnons donc vivement qu'il y ait un véritable travail qui soit fait à ce niveau pour que les Camerounais finissent par vivre, parce qu'au Cameroun, on a l'impression qu'on ne vit plus. Est-ce que vous avez la réponse à la question de Thierry Opé, Bernard Batana, la faute à qui finalement? On a cité les nationales, mais elles sont là qui cachent la forêt, parce que même à l'intérieur du pays, toutes les routes sont en mauvais état, les voiries, etc. Thierry a parlé des routes de la honte. Moi, je parle plutôt des routes de la mort. Il n'y a pas un seul axe routier qui n'ait enregistré un mort dans ce pays. On a encore eu un cas à Ifok il y a quelques jours. Lorsque vous prenez l'axe lourd Douala, ce qu'on appelle l'axe lourd Douala Yaoundé, il y a des plaques de signalisation qui disent que ici 10 morts, ici 20 morts, ici 13 morts. C'est sur l'axe lourd. C'est-à-dire que les bornes qui indiquent le nombre de morts qui a eu lieu à ces lieux précis. C'est ainsi dans tous les actes routiers. À qui la faute? Mais la faute est au pouvoir public. Tout se passe comme si dans les faits, l'infrastructure actuelle est dépassée par la demande. La demande en route est largement inférieure, est supérieure à l'offre de route que nous donnent les pouvoirs publics. Et ça, le ministère des Travaux le sait. Par exemple, la route Douala-Yaoundé est dépassée. Tant que les routes ne seront pas viabilisées, c'est-à-dire qu'il y a deux sens, on va toujours enregistrer des morts. C'est-à-dire qu'on n'a pas fini de pleurer, et on aura toujours. Parce que c'est dépassé. Vous vous demandez, vous imaginez le flux le mouvement des hommes sur l'accès routier Douala-Yaoundé, mais c'est astronomique. Et donc, les infrastructures actuelles sont largement dépassées. Il faut que les pouvoirs publics prennent vraiment les choses en main. En dehors, parce que moi je pense aussi des solutions alternatives. On peut aussi actionner la communication en l'air, c'est-à-dire l'avion. On peut aussi mettre un point sur le train pour désengorger, parce que c'est engorgé pratiquement. Donc moi, je pense que les pouvoirs, la faute, c'est au pouvoir public. Il doit prendre ça, en main. C'est-à-dire quand on prévoit 700 km de route à bitumer et qu'on ne bitume que 200 km. Vous savez, les travaux publics sont des travaux qui drainent beaucoup d'argent et la corruption y passe. Oui. Il y a un ministère des marchés qui est mis en place, c'était pour lutter contre ça. Mais j'ai l'impression que le ministère ne fait pas exactement parce que la corruption passe par là. Thierry l'a dit. C'est un aveu même du personnel du ministère des Transports qui disent que, bon, il y a des offres alléchantes, mais sur le terrain, ça ne se répercute pas sur le terrain parce que, sans doute,
ou bien alors, sans nul doute, la corruption est passée par là. Voilà donc pourquoi les routes du Cameroun sont les routes de la honte. Vous aurez des éléments de réponse dans le confidentiel de ce matin. Sortons rapidement avec cet hommage rendu par la presse à El Hadj Mohamedou Abo Ousmanou, cet homme d'affaires prospère qui nous a quitté donc le 13 octobre dernier et inhumé le 15 octobre. Il y a le journal Le Jour qui revient sur sa biographie, également l'Œil du Sahel de ce matin. Vous l'avez peut-être connu, Thierry Niopé, peut-être un mot sur cette personnalité. Non, je ne l'ai pas connu de manière personnelle. Hein. On l'a connu parce que c'était une personnalité publique. Et il était quand même membre du bureau politique du RDPC. Cette caste qui gouverne le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, c'est un homme qui s'est fabriqué pratiquement à la force du travail, de convoyeur à milliardaire. Vous pouvez imaginer le travail qui a été abattu à ce niveau. Il a été convoyeur, après il s'est acheté un camion. Du camion, il est devenu propriétaire de plusieurs autres. Il s'est également lancé dans l'agroalimentaire. Il a été, jusqu'à présent d'ailleurs, il était, hein, parce que son héritage reste l'un des plus grands prestataires en termes de maïs aux brasseries du Cameroun. Quand vous regardez également, même au niveau de l'élevage, il a laissé des milliers de têtes de bœufs. Donc c'est un homme d'affaires prospère, surtout un grand financier du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui perd certainement là une tête couronnée de la politique parce qu'il était également le patron politique dans la Damaroa. C'était une personnalité pluridimensionnelle. On ne peut que saluer ce grand homme qui est mort à 86 ans. Il a quand même vécu. Bernard Batana. C'est un opérateur économique qui a apporté une plus-value dans l'économie du Cameroun. Et ce que nous souhaitons, c'est que son action, ses actes, ses activités lui survivent, qu'il ne meure pas avec ses activités. Bon, ce que nous souhaitons aussi, il a été un membre du bureau politique du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. C'est un saint des saints, un de plus, parce qu'il vous souvient qu'il y a plusieurs membres du bureau politique qui n'y sont plus. Il est temps pour le parti au pouvoir. Quand ils ne sont pas en prison. Oui, quand ils ne sont pas en prison, ils sont morts. Donc il est temps pour le parti au pouvoir de se rajeunir, d'apporter un nouveau souffle au parti en remplaçant les membres du bureau politique. Parce que c'est là le saint des saints, les membres du bureau politique par les jeunes loups là qu'on trouve partout dans la vie. Mais en attendant longtemps, si on ne remplace pas le gouvernement, ce n'est pas le parti politique qu'on change. Voilà donc il s'appelait El Hadj Mohamedou Abo Ousmanou. Il est donc décédé le 13 octobre dernier et conduit à sa dernière demeure le 15 octobre. Allez, c'est ici que s'achève donc cette édition de la revue des Grandes Unes. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci à nos équipes techniques en régie. Jonathan Babiola, le Doponé, Gabin Tissak, Derek Simzé, Innocent Abega aux caméras et Emos Fongo à la réalisation. Rendez-vous demain pour une autre édition de la revue des Grandes Unes. Restez sur Equinox. Juste après nous, c'est 10-12, le Zénith.